rabbin du mouvement Judaïsme en mouvement nous a rejoint en studio comme tous les vendredis. Jonas Jacquelin, bonjour Jonas. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors nous allons revenir sur l'affaire Chaim Walder, du nom de cet écrivain, je le rappelle, éducateur, conseiller. Il a été retrouvé mort devant la tombe de son fils au cimetière Ségoula de Petar Tikva en Israël. Il s'est suicidé 2 mois seulement après que la population israélienne et surtout, bien sûr, le monde orthodoxe, le monde juif religieux apprenait avec stupeur que Chaim Walder était accusé de nombreux cas d'agression ou de harcèlement sexuel envers des femmes, des jeunes filles et des enfants qu'il conseillait en consultation. À l'annonce de cette nouvelle, évidemment, c'est l'effondrement. Les librairies orthodoxes ont décidé de retirer tous ces livres de leur rayon. Jonas, qu'est-ce que cette histoire, premièrement, vous inspire ? Bon, au-delà du cas dont il est question, c'est la preuve ou l'illustration du fait que le mouvement qui a commencé il y a quelques années sous le nom de MeToo, de libération de la parole des victimes d'agressions et de mise en lumière de certains agissements, justement, de type agressif d'un point de vue sexuel, harcèlement, etc., touche tous les milieux. Et c'est une vague qui ne reste pas restreinte à un univers particulier, une population particulière, mais touche toutes les strates de la société, quelque chose de planétaire, et nous interroge de manière générale sur le fonctionnement, je dirais, de nos différentes sociétés en matière de relations entre les sexes, en matière de pouvoir, en matière de harcèlement. Et donne à réfléchir sur la nouvelle situation qui naît de cela et la façon dont, bien évidemment, il peut y avoir une mise en lumière de ces agissements, une dénonciation, mais surtout, je dirais, à l'avenir, une éducation à la fois de ceux qui deviennent les agresseurs de manière à les empêcher de tomber dans ces dérives et également des victimes de façon à ce qu'il n'y ait pas de honte, de tabou autour de cela et que les dénonciations qui doivent être faites puissent être faites et que la parole soit libérée et que les plus jeunes soient éduqués dans la connaissance de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas de la part de la personne qui est en face de soi en situation d'autorité. Parce que la vraie question qui se pose aussi ici, c'est le fait qu'on a toujours une personne en situation d'autorité qui va commettre ce genre d'agissement et ça pousse à penser, s'interroger sur le rapport à l'autorité. Dans quelle mesure on accepte l'autorité, la sagesse, mais dans quelle mesure on est capable de pointer, de distinguer ces dérives et ces abus. Alors, on a vu toutefois que certains semblaient avoir plus de compassion pour l'accusé que pour ses victimes. Notamment, on a pu entendre, voir cette visite d'un rabbin à la famille de l'accusé. Ça a pu choquer, évidemment. Dans quelle mesure doit-on appliquer le principe de présomption d'innocence, Jonas, et de respect et d'écoute de la parole des victimes ? Alors, on a évidemment 2 principes importants qui sont là. La question de la présomption d'innocence, c'est évidemment une question très importante, mais le fait est néanmoins que, en ce qui concerne le personnage en question, c'est quelqu'un au sujet duquel il y a eu on a dit qu'il a été érigé en martyr. Il a été érigé en martyr. Ouais. Il y a eu une enquête très sérieuse dans Haaretz qui réunit un très grand nombre de témoignages et le Beit Din devant lequel il devait se présenter avait retenu 22 cas, sur cas beaucoup plus nombreux, mais avait retenu 22 témoignages pour juger et chercher à entendre Chaim Walder. Donc, la question qui se pose ici, c'est bien sûr, il y a respect de la présomption d'innocence, il y a quelque chose d'important, mais la moindre des choses pour l'accusé sera de venir se présenter devant la cour qui cherche à l'entendre et lui donne la possibilité de se défendre. Or, dans cette situation, indépendamment, je dirais, de l'issue qui a été le suicide de Chaim Walder, il y a eu un refus de sa part de venir témoigner et une soustraction par son geste à la possibilité pour un tribunal de venir se prononcer. Donc ici, on n'est pas vraiment dans la question de la présomption d'innocence. On est dans le refus de venir témoigner ou être entendu ou par une forme d'aveu par l'issue et la solution choisie par l'accusé. Un refus de témoigner de sa part, peut-être aussi un refus de voir les choses dans la communauté, puisque c'est pas la première fois qu'on parle d'abus sexuels dans les communautés juives religieuses. Comment est traitée justement cette question dans le milieu, alors que comme vous l'avez dit, voilà, la question, les langues se sont déliées ces dernières années avec le mouvement MeToo?
Comment est traitée cette question des abus sexuels dans la communauté ? Alors, en théorie, bien évidemment, on a affaire à des interdits et ces abus sont strictement condamnés sur le principe. Après, ce qui peut paraître choquant, c'est le fait que souvent, un certain nombre d'autorités vont préférer fermer les yeux sur ces abus et dénoncer la parole des victimes et avoir recours au principe de la lachon hara, mauvaise langue, pour dire que dénoncer un abus, dénoncer un crime, c'est en réalité faire preuve de la lachon hara, venir calomnier, tenir des propos irrespectueux à l'endroit de l'agresseur. Donc c'est le monde à l'envers qui est donc là, ce qu'on peut dire, c'est ici. que ce n'est pas du lachon hara de dénoncer quelque chose. Donc, justement, le principe de la lachon hara, c'est un principe qui est dérivé de la Torah et c'est l'interdiction de venir colporter des propos mensongers. C'est l'interdiction de se laisser guider par la jalousie, par la haine, par l'envie de nuire. À aucun moment, il s'agit de l'interdiction de dire la vérité. Et donc, à partir du moment où il y a un crime qui a été commis, à partir du moment où il y a une action répréhensible qui a été effectuée par une personne, le fait de venir dénoncer cette action, c'est non seulement dire la vérité, à partir du moment où un certain nombre de personnes sont au courant et que ça devient une information publique, on n'est plus du tout dans la lachon hara, parce qu'il n'y a aucun secret présent ici, et surtout le fait de venir porter au regard du public ces actions, c'est un moyen de préserver de futures victimes potentielles. C'est un moyen de venir mettre en lumière des comportements et inviter ceux qui auraient pu être en contact avec l'agresseur ou ceux qui risquent d'être en contact avec lui à se préserver, à se les protéger aussi, bien sûr. Donc voilà, on est ici dans... En parlant, on protège aussi peut-être les autres. En parlant, on protège. En parlant, on dénonce et on protège et on prépare surtout l'avenir. Donc ici, le fait de venir dénoncer un comportement comme celui-là, à aucun moment, ça note dans la catégorie du lachon hara et au contraire, on pourrait dire qu'on est dans le pikuar nefesh, le fait de sauver des vies et de préserver des jeunes ou des moins jeunes de potentielles agressions à l'avenir. Comment se reconstruire quand on a été victime de ces abus sexuels, par exemple dans la communauté ? Comment se reconstruire ? Est-ce que des groupes de parole doivent se former, peut-être pas forcément que entre femmes, puisque c'est vrai que on a vu dans ce cas de Chaim Walder que ce sont aussi des enfants qui ont été touchés, d'autres types de personnes. Comment se reconstruire ? Ouais, c'est vrai que dans le cas qui est ici, on a à la fois des jeunes et des moins jeunes, des garçons et des filles. Ouais. Donc on est dans une agression sexuelle tout azimut, je dirais d'une certaine manière. Je suis pas spécialiste de ces questions et je saurais pas vous dire comment se reconstruire exactement dans la mesure où je pense que ça dépend véritablement des uns et des autres. Et tous auront une sensibilité différente à ce genre de questions. La seule chose que je peux vous dire, c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, que cette question touche tous les milieux et ce qui est important, c'est de la part des responsables ou de ceux qui font figure d'autorité dans ces différents milieux, de prendre la réalité comme elle est, de n'avoir aucune complaisance vis-à-vis de ce type de comportement, de respecter la parole des victimes. Et donc, avant même d'entrer peut-être dans le fait de savoir comment se reconstruire, je pense que la première étape, ce sera de donner du kavod, du poids, du crédit, de la valeur à ces paroles. Et le fait d'être à l'écoute de ceux qui ont pu être victimes ou qui vont dénoncer ce type d'agissement, c'est déjà montrer le fait que, d'une certaine façon, la peur change de camp et qu'elle ne doit pas être du côté des victimes, mais plutôt des agresseurs. Et donc, le simple fait de pouvoir être à l'écoute et de donner du crédit et de refuser de décrédibiliser les paroles qui viennent mettre en lumière ces comportements, c'est un premier pas vers une forme de guérison ou de réparation. Et c'est le message principal que vous portez aujourd'hui, Jonas Jacquelin. Merci beaucoup. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Bien sûr, on vous retrouve tous les vendredis matin sur Radio J. Et puis, on vous sollicite aussi quand on a besoin d'avoir vos éclairages et vos analyses. Merci beaucoup, Jonas Jacquelin. Et j'ajoute que cette chronique est à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Vous souhaitiez peut-être dire un dernier mot ? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et une bonne année civile aussi à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Jonas. À la semaine prochaine.